Alors bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque du Bachu. Donc, dans le cadre de la Fabrique de l'innovation, nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Vexport Vendetta, de jeunes Lyonnais passionnés de robotique. Donc, ils ont participé à des compétitions en France, mais aussi aux États-Unis. Donc ils sont là pour nous parler de leur passion, pour nous présenter leur robot de compétition. Voilà, j'en dirai pas plus, je leur laisse la parole et je me retrouve à la fin de la rencontre pour d'éventuelles questions. Alors on va commencer par se présenter individuellement. Donc moi je m'appelle Denis Martin, je suis étudiant en deuxième année d'information et communication à l'université Lyon 2. Au sein de l'équipe, je suis le président de l'association, je suis le pilote des robots et je m'occupe de la communication de l'équipe. Et voilà. Moi je m'appelle William, donc je suis au sein de l'équipe le programmeur et concepteur des robots. Donc je m'occupe d'assembler des pièces virtuelles sur mon ordinateur et de programmer l'intelligence qui va être dans le robot et qui va permettre au pilote de manipuler. Et sinon, au sein de l'association, je suis membre du conseil d'administration. Alors moi, je m'appelle Juliette Caroul, j'ai 19 ans et je suis en école d'architecture, donc ça n'a pas vraiment de lien avec la robotique, mais ça n'empêche pas. Au sein de l'association, je suis la secrétaire, donc c'est moi qui m'occupe de rédiger tout ce qui est de légal, vis-à-vis de la préfecture, les déclarations, tout ça. Et au sein de l'équipe, je suis mécanicienne, donc c'est moi qui participe à la construction des robots et je m'occupe aussi au niveau de l'équipe de coordonner tout le monde quand il y a besoin. Moi je m'appelle Mathieu Arion, j'ai fait un DUT génie mécanique à Lyon et puis cette année je suis en école d'ingénieur à Paris, ingénieur mécanique. Dans l'équipe je suis mécanicien aussi et puis cette année je m'occupe un peu de tout ce qui est budget et tout parce que notre trésorière n'a pas beaucoup de temps pour nous donner ses études. Et justement notre trésorière, c'est Anne Morel, la quatrième importante de la gauche, qui est en classe prépa à Saint-Etienne et qui est actuellement dans en train de réviser. Donc elle n'est pas là. Donc on va commencer par vous raconter comment notre équipe s'est formée. Donc voilà, c'était en 2011 au lycée La Martinière d'Hydro. On était en terminale SI dans la classe de Madame Bois et Monsieur Monchanin. Et Monsieur Monchanin, donc l'année précédente, dans la promotion de Monsieur Varion, avait participé une première fois à la compétition VEX. C'était alors la première compétition VEX en France. Et il avait décidé de renouveler le pari parce qu'ils avaient fini deuxième. Et toute l'année, ils nous ont soutenus en fait pour éventuellement décrocher une première place. Bon, on a fait deuxième aussi, comme nos prédécesseurs, mais avec cette fois le prix de l'innovation, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et donc, au cours de l'année, on a déjà fait plusieurs groupes, appris à former des groupes de travail, à faire des recherches pour trouver les différentes solutions techniques qui existaient déjà pour des robots, donc sur Internet, sur YouTube, en fait en utilisant vraiment tous les moyens qu'on pouvait pour accéder à l'information. Et puis on a construit en fonction de cela les deux premiers robots, donc 2 jours je crois avant la compétition, dans la salle de SI et tard le soir. Les profs nous avaient laissé rester jusqu'à 22h. Pour finir, parce qu'on avait la motive, et pour finir les robots à temps pour la compétition. Alors ça explique un petit peu la taille de ce robot. On a commencé doucement, on va dire. Ouais, donc en fait on est arrivé à la première compétition et en fait on avait un robot qui avait une balle et une sorte de bras pour attraper des balles, sauf qu'on s'est rendu compte sur le terrain qu'en fait ça ne fonctionnait pas. On a regardé que la balle. Et c'était le robot le plus petit de la compétition. Et malgré tout, on a quand même réussi à gagner quelques matchs. Et ce qui était assez impressionnant parce que le robot qu'on avait en adversaire. Mais du coup, le fait de réussir malgré tout avec un si petit robot,
ça nous a motivés, on s'est dit peut-être qu'en travaillant plus à ce niveau-là, on pourrait réussir à vraiment faire quelque chose et de réussir. Et donc cette compétition, elle nous a donné beaucoup d'espoir et c'est là qu'on s'est dit vraiment, il faut qu'on continue, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin possible. Et on avait un deuxième robot aussi à cette compétition qu'on a baptisé Jimmy. Jimmy pourquoi? Parce que Jimmy dans South Park, pour ceux qui connaissent, c'est un personnage qui est, comment dire, bancal, un petit peu bancal, et notre robot l'était aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis le même diamètre de roue à l'avant et à l'arrière du robot. Du coup il était un petit peu tordu et on adore baptiser nos robots et on l'a appelé Jimmy. Et celui-là a fini, il me semble, en quart finale. Donc voilà, et du coup ça nous a donné espoir, et comme Juliette l'a dit, on a poursuivi un petit peu l'aventure vers les championnats de France. Donc ça c'était la régionale centre qui voilà, se déroule à Montplaisir. Donc on va brièvement expliquer comment se forme une équipe de robotique. Alors il faut distinguer la création d'une équipe au sein d'un lycée et de manière indépendante. Nous on a pu on a pu affronter les deux, puisqu'on a commencé dans notre lycée. Alors, dans un lycée, ce qu'il faut noter pour la création de l'équipe, globalement on a juste à s'occuper de la conception des robots. C'est l'administration du lycée qui s'occupe de tout ce qui est administratif, donc gestion du budget, gestion d'équipe, les professeurs du cadre. Tandis que quand on crée son équipe de manière indépendante, on est lâché, on est tout seul. Et du coup, c'est vous-même qui devez créer une entente dans l'équipe, une organisation. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça, on y reviendra aussi tout à l'heure en parlant de la création de notre association. Du coup, on va revenir au championnat de France, qu'on considère comme notre première vraie compétition, puisque celle-ci, on s'y est vraiment préparé. Et du coup, on va vous présenter ça. Déjà, avec les règles du premier jeu auquel on va jouer. Alors ça se joue, en fait toutes les compétitions VEX généralement se jouent sur un terrain carré de 12 pieds par 12 pieds. 3,65 m. Voilà, un peu plus de 3 mètres. Là le terrain était coupé en deux par une séparation, oui vous pouvez voir. Il y avait une séparation au milieu, des petites balles et des plus grosses balles. Et le but c'était de faire passer les balles de l'autre côté du terrain chez l'adversaire, donc on pouvait pousser les petites balles vertes par en dessous. Mais les balles oranges ne passaient pas, donc il fallait arriver à les soulever, donc faire un robot plus puissant qui puisse attraper les balles, les soulever et les jeter par-dessus. Ou remplir aussi les colonnes avec les balles. Donc voilà, il y a différentes possibilités pour marquer des points. Et voilà, et le principe des compétitions VEX, c'est qu'ils nous donnent un jeu et on fait ce qu'on veut comme robot. Totalement dans la conception, il faut juste qu'il respecte une certaine taille. On n'a pas fait un robot énorme qui fait 2 fois taille du terrain non plus. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec VEX, c'est qu'on est libre de la conception du robot. Voilà. Du coup, on a créé notre premier vrai robot, on va dire. Donc celui-là, il a été inspiré par la compétition Swept-Away américaine. Donc c'est un robot pour lequel déjà il avait une particularité, c'est dans son déplacement. Les roues étaient non pas disposées, je vais dire comme celui-là, mais non, je ne vais pas le dire, disposées droites comme sur les robots que vous aviez pu voir avant. Elles sont en fait toutes à 45 degrés. Alors c'est des roues très très spéciales qui roulent aussi sur leur profil. Vous pouvez voir ici les petits rouleaux verts en fait. Ils sont chacun sur un axe libre. Et en fait, grâce à cet agencement des roues, le robot pouvait avancer, reculer, tourner, mais aussi glisser sur le côté, entre guillemets. Par exemple, imaginez un créneau très compliqué à réaliser en voiture, vous vous mettriez en face de la place et vous glisseriez sur le côté tout simplement. Voilà.
On avait déjà cette innovation-là, d'avoir un robot qui se déplace en fait sur toutes les dimensions du plan. Et ensuite, il commençait le match de façon très très repliée. Donc je vais vous expliquer ça. Voilà, j'ai assisté à la conception de ce partie-là. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la pelle de robot qui contenait jusqu'à 13 balles oranges et 9 balles vertes d'un coup. Donc en fait, les balles oranges c'est 40 grammes, c'est 220 grammes, et les balles vertes c'est 40 grammes. Donc au total, il pouvait porter jusqu'à 5 kg. Et il est balancé d'un coup de l'autre côté. On n'a pas utilisé cette stratégie parce qu'on avait peur de se faire éliminer du match par chaos en quelque sorte. Si le terrain adverse est vide, on est perdant même avant la fin du chrono. Donc on a préféré ne pas jouer cette carte-là et plutôt renvoyer un maximum de balles à chaque fois. Donc cette pelle était repliée contre le haut de la pelle en fait, au début du match, et les roues, elles, donc celle-là, les deux roues devant, étaient repliées vers l'intérieur, et c'est elles qui maintenaient la pelle. Au début du match, elles vont sur le côté. Ici, il y a une petite tige qui tombe, qui bloque le quart de roue qui est là. Donc comme ça, les roues ne peuvent pas re-rentrer comme ça. Elles étaient bien fixes et ça permettait d'assurer la direction. Et du coup, la pelle était libérée, elle était posée en bas. Parce qu'en fait, si on apportait le robot comme ça, justement, comme l'a dit Mathieu, il ne respecte pas les dimensions de départ. Et il fallait inventer justement un ingénieux système de pliage pour que ça rentre. Voilà, ouais, c'est... Ah si, ici il y avait des élastiques, donc il y avait à peu près 3 kg de force qui étaient stockés dans les élastiques. Il faut comprendre que le gros du travail des moteurs, le gros du travail des moteurs, c'est pour lever quand il y a des balles. Et donc on s'est dit qu'en mettant des élastiques qui naturellement soulèveront la pelle, les moteurs forceront un peu pour descendre la pelle, mais ils auront à forcer beaucoup moins pour lever la pelle, ce qui nous permettait de porter vraiment des grosses charges. Donc pour illustrer tout ça, on va vous montrer une vidéo d'un match de cette compétition qu'on a joué contre une équipe du lycée Lamartine-Montbéliard. C'était la demi-finale. On a gagné. On va vous montrer tout ça. Alors c'est une vidéo qu'on a postée sur notre chaîne il y a 1 an et demi. Alors vous verrez au fil de la présentation l'évolution de nos vidéos aussi, qui ont pas mal changé.
à quoi ressemble un match de la première année auquel on a participé aux compétitions. Du coup, pendant cette compétition, on a remporté 2 prix, donc celui de vice-champion de France et le prix d'innovation, comme on va dire tout à l'heure. Pourquoi on a gagné le prix d'innovation? Grâce à notre capacité à innover, évidemment, en matière d'abord de conception mécanique, mais aussi de communication, j'ai envie de dire, car on a vraiment joué une sorte de show en fait pendant cette compétition. C'est-à-dire qu'on a ramené, déjà on avait fait 2 petites vidéos trailers, c'est-à-dire pour présenter notre robot sur internet sans trop en montrer, c'est-à-dire juste avec du texte. Puis après, pendant la compétition, jusqu'à la première seconde de match, on avait complètement emballé notre robot dans un drap pour que les autres équipes ne puissent pas le voir avant le premier match. Et c'est ce qui nous a permis de remporter notre prix d'innovation. Donc comment se déroule une compétition? Alors une compétition, tout d'abord, toutes les équipes arrivent. Et, donc en général, c'est dans un espace, dans une pièce en général. Il y a un terrain et disons, toutes les équipes arrivent sur des stands et préparent leur robot avant le début des matchs. Donc en fait, avant de participer au match, il faut quand même que tous les robots, que le jury vérifie que tous les robots rentrent bien dans les bonnes dimensions, pas qu'ils trichent, qui respectent bien toutes les règles qui sont indiquées dans le règlement des compétitions, c'est-à-dire n'utiliser que des pièces vectes, donc rentrer dans les dimensions, un certain nombre de moteurs maximum, donc pour pas qu'ils soient trop puissants. Et puis après, plein de petits détails. Donc après cette homologation, il y a une phase de la compétition où en fait c'est des entraînements. Donc les équipes peuvent tester rapidement leur robot sur le terrain pour voir si ça fonctionne bien, parce qu'en fait, lors de la préparation des robots, tout le monde n'a pas un terrain à disposition pour pouvoir s'entraîner, tout ça, parce que c'est quand même assez onéreux. Et donc après ces tests, il y a le début des matchs qui commencent. Donc la première phase des matchs, c'est des matchs, c'est une phase de qualification en fait. Donc toutes les équipes participent et donc a priori elles se rencontrent toutes, donc voir les stratégies des adversaires, tout ça, s'entraîner. Et en fait il y a un classement qui est établi à la fin de cette première phase. Et donc le classement, en général, c'est les 8 premières équipes qui sont qualifiées pour la phase finale. Et en fait, vu que, pour certaines compétitions, notamment aux États-Unis, les matchs se jouent par alliance, donc 2 équipes contre 2 équipes. Et donc, pour pouvoir faire ces alliances, en fait, les 8 premiers qualifiés choisissent un par un une équipe qui n'a pas été qualifiée, en fait, pour les avoir en allié dans leurs équipes. Donc en gros, il y a une équipe forte avec une équipe un peu moins forte et pour équilibrer un peu. Donc ceux qui sont qualifiés en tout premier, ils choisissent une des meilleures équipes de ceux qui n'ont pas été qualifiés. Donc après, une fois que les alliances sont faites, là la phase finale de la compétition commence et donc chaque alliance se joue et tout le monde se rencontre. Et du coup, là, ça fonctionne comme une compétition classique, je dirais, avec des huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finale et finale. Et donc à chaque fois, il y a une équipe sur 2 qui est éliminée. Et donc à la fin, à la finale, normalement, ça se joue en trois parties pour être sûr que ce n'était pas un coup de chance ou un problème technique. Donc pour prouver vraiment la qualité de l'équipe gagnante. Et donc une fois que cette compétition est terminée, il y a la remise des prix donc il y a en général les différents prix. Il y a le champion de la compétition, il y a des prix d'innovation, prix du jury, prix du fair play, pour les Girls Guide. Donc après, ça dépend des compétitions. Aux États-Unis, ils ne sont pas exactement les mêmes qu'en France pour l'instant. Mais donc en gros, voilà, c'est pour récompenser un peu toutes les qualités qu'on peut avoir dans une compétition qui se déroule bien. On ne peut pas juste privilégier ceux qui gagnent et qui ont les meilleures qualités techniques. Donc, voilà.
Alors justement, c'est nous, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a gagné 2 prix. Du coup, on s'est dit qu'on avait peut-être des qualités. Et on a décidé de poursuivre l'aventure lors d'une petite fête organisée par notre lycée pour nous féliciter en gros de ce qu'on avait gagné. Donc le président de Robo Éducation, qui est l'organisateur des compétitions, était invité en France, était invité dans notre lycée, et on lui a raconté en gros qu'on avait regardé sur nos ordi la compétition mondiale, les championnats du monde, en direct à 4h du matin, donc la nuit on en parlait, etc. Donc on lui a dit tout ça. Ça nous a intéressé. Et du coup, on a pris rendez-vous avec lui, il nous a vraiment expliqué comment créer notre équipe de notre côté pour pouvoir continuer l'année d'après, après notre lycée. Et donc, on a commencé dans un premier temps par assagir un peu l'image de l'équipe qui avait un logo en forme de trace de sang. On s'est dit que c'était peut-être pas super pour une association, pour une future association. Du coup, on a assagi un peu notre image, en quelque sorte. Ensuite, on a créé notre association. Donc, je peux laisser dire le nom de l'association. Je n'étais pas encore dans l'équipe, moi, à ce moment-là. Mais tu le connais. Mais oui, on a créé l'association pour. Bon, notre but en tant qu'équipe, c'était de participer au championnat du monde aux États-Unis. Mais à côté, il y a d'autres choses qu'on aimerait bien voir se développer. Déjà, on aimerait bien faire découvrir en France les compétitions VEX, parce que c'est vraiment pas attendu. L'année dernière, il y avait combien d'équipes? 25 équipes. Cette année, c'est monté à 40. Voilà, donc c'est en train de se développer. Aux États-Unis, il y en a des millions. Là, on aimerait bien que ce soit un peu plus connu comme événement. Et deuxième chose aussi, on aimerait motiver les lycéens qui ont commencé, ou même qui n'ont pas forcément commencé, à créer leur équipe comme nous on a fait après, parce que là en ce moment, ce qui se passe, c'est que les lycéens font des compétitions avec leur lycée, mais dès qu'ils sortent du lycée, ils arrêtent. Je sais pas pourquoi. Mais donc on aimerait bien leur montrer que c'est possible de continuer, et c'est une passion qu'on n'est pas obligé de vivre dans son lycée avec les profs sur le dos qui vont nous noter et tout. Si on aime ça, on peut continuer juste vraiment pour le plaisir. Voilà. Et on a aussi pour vocation aux États-Unis de représenter la robotique française, qui n'est pas forcément très connue. Non, quand on y est arrivé, en fait, on était un peu les pionniers quoi, les premiers à y être allés. Voilà, on était la première équipe française à participer au championnat du monde. Du coup, on a déblayé le terrain, c'est-à-dire que on a été confronté à toutes les difficultés d'une première équipe qui arrive là-bas, parce que c'est complètement différent à une compétition française, on va le dire tout à l'heure. Mais donc voilà. Aussi, une chose très importante dans une équipe, une équipe indépendante, c'est de se faire un petit peu connaître. Donc pour ça, on a joué la carte de la communication tout le long de notre parcours, puisque on communique beaucoup via les réseaux sociaux, via Facebook, Twitter, YouTube du coup. Et pour cela, par exemple, on a créé ce qu'on appelait le Vex Vendetta Show. C'est un petit podcast où on présente les actualités de notre équipe, histoire de se faire une place au sein de toutes les équipes de robotique mondiale, vu qu'il y en a beaucoup aux États-Unis et qui communiquent beaucoup. Et à l'heure actuelle, on a la plus grosse communauté d'Europe sur Internet. Du coup, on en est fiers. Ensuite, alors... Bon, d'accord, je m'y colle. J'ai compris. Donc, tout au long de l'année, donc pour compléter notre projet
financer notre voyage aux États-Unis, on a plusieurs éléments à effectuer. Donc la création d'associations, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi la recherche de fonds qui nous prend beaucoup de temps, énormément de temps même. La communication, on y est venu. Et en même temps de tout ça, on a également la construction des robots. Et notre premier robot premier robot de compétition en tant qu'équipe indépendante, c'était Q. Bon, alors Q, c'est un robot que j'ai conçu pour une fois totalement moi-même, avec juste mes idées à moi, et c'était pas franchement une réussite. Donc il faut savoir que la bête pesait quand même 10 kg. Et c'est justement ça qui l'a vachement désavantagé, oui, parce qu'en fait il n'arrivait même pas à bouger sur le terrain. C'était un petit peu trop ambitieux, je voulais le faire rouler vite malgré sa taille. Et du coup les moteurs ne pouvaient pas supporter une telle charge avec si peu de coups, puisque en augmentant la vitesse on réduit le coût, donc la capacité à tirer des grosses charges. On a aussi pas mal manqué de tests, la pelle n'a pas bien non plus. Mais en tout cas, il y a un truc pour lequel je suis plutôt fier. Il y a un truc qui a bien marché, c'est l'enrouleur que vous pouvez voir là. Donc ça c'est une idée récupérée sur une compétition qui date d'il y a 5 ans, qui consistait à enrouler un tissu anti-dérapant, qui est fourni par Vex, qui permet de faire des très bons mécanismes d'engagement des objets. Mais là, nous, ce qui nous intéressait, c'était uniquement la propriété souple du tissu. Et donc la propriété à pouvoir s'enrouler sur soi-même, contrairement à toutes les pièces métalliques. Et l'idée, c'est que quand vous enroulez autour d'un axe un tissu, le bras de levier, c'est uniquement l'épaisseur du tissu. Et la vitesse, ça va être la circonférence en fait. Donc du coup, il nous suffisait seulement de 2 moteurs pour soulever toute la charge. Toute la charge, ça pouvait représenter jusqu'à 40 sacs, donc à peu près 8 kilos, ouais. La compétition a changé, ça c'était l'année suivante, donc on manipulait plus des balles, on manipulait des petits sacs en tissu lestés. Voilà, c'est ça qu'on parle de ça. Et il y a eu un autre problème à résoudre éventuellement avec ce système, c'est que les enroutes où il fallait ranger les sacs étaient à la hauteur du robot. Or, en enroulant uniquement la toile, on aurait pu monter les sacs à cette hauteur, et ils s'en seraient tenus là, à plat, bien posés sur une voile tendue. Mais, du coup, pour pallier à ça, on a utilisé autre chose. Donc ici, en fait, il y a une barre en métal qui est en rotation libre à cet endroit-là. Et la tension exercée par le tissu, donc qui vient ici et qui descend jusque là, la tension exercée par le tissu sur la barre, l'a fait monter ici, en fait, et double quasiment la hauteur du robot. Donc ça faisait une pente à 45 degrés, qui faisait que les sacs glissaient tout seuls dans les embûches. Bon, ça voilà, on l'a vérifié avec une quarantaine de sacs. Ça fonctionnait parfaitement. Par contre, le vrai problème, c'est que ce robot n'arrivait pas à se déplacer pour ramasser les sacs. Mais bon, voilà, c'était un premier essai, c'était à la régionale. Et on s'en est... on en a tiré les conséquences, quoi. C'est-à-dire, on s'est dit que on ferait attention au poids. Et effectivement, ensuite, on a conçu le robot Simba, qui a quand même été beaucoup plus performant. Alors, entre Pew et Simba, on a eu une heureuse nouvelle. C'est que notre projet de crowdfunding est arrivé à son terme en étant financé. Alors, qu'est-ce que le crowdfunding ? C'est un système sur Internet qui permet aux gens de présenter un projet et d'être financé par d'autres personnes. Donc vous donnez un montant pour réaliser le projet, vous détaillez votre projet, et après vous communiquez évidemment avec votre communauté pour que
ils financent votre projet. Puis on a eu certaines personnes qu'on ne connaissait pas du tout qui ont aussi financé notre projet. On a réussi à récolter 119% de la somme qu'on voulait initialement. On avait demandé 1500 € pour financer une bonne partie des billets d'avion, la moitié. Et donc 119%, c'était 1875 €, il me semble. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on était sûr de partir aux États-Unis, puisque le projet était financé dans sa globalité. En gros, dans le projet, quand on peut acheter les billets d'avion, c'est bouclé, on va dire en gros. Et du coup, c'est quand Ulule est arrivé à son terme, parce qu'on l'a fait sur la plateforme Ulule, qu'on savait qu'on partirait au championnat du monde. Et c'est aussi là qu'on s'est mis à concevoir un robot un peu plus performant. Et donc, on a créé Simba. Alors déjà, pour que Simba. Ah si, parce que Simba c'est un lion et un Voilà. Donc, le lion du roi lion. On aime bien nommer nos robots. Voilà. C'est Simba. Conception de Simba. Donc Simba reprend le modèle de pas mal des robots qu'on peut croiser en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis. Donc c'est une base en U, comme vous pouvez voir. Là, avec un ratio, une réduction ici de 1/15 pour pouvoir soulever une tiers d'un sac, c'est-à-dire à peu près 4 kg. Ce qui a été particulièrement réussi sur Simba, c'était son système l'intake. Donc l'intake, c'est le système d'enlèvement des objets. Cette année, pour le sol, ça ressemblera plus à ça, c'est encore en test. Et l'année dernière, pour les sacs, c'était ces mêmes roues-là, mais très près du sol. Donc ici, tout simplement, c'est du détournement d'objets, entre guillemets. C'est des roues qu'on a percées avec l'aide de M. Monchadin dans notre lycée, parce qu'on n'a pas une perceuse à collage à la maison. C'est les grosses perceuses qui permettent, avec une manivelle, de percer même n'importe quel plastique. Et on a passé des vis à travers les trous, et on a mis autour le papier très adhérent, enfin le tissu très adhérent complexe. Qui faisait que les sacs étaient très facilement happés en fait, par les roues. Donc au début du match, pour rentrer dans la dimension, cette partie-là est repliée ici, dessus, et avec les moteurs ici et là qui tournent en sens opposé, en quelque sorte, dû au fait qu'ils agissent sur le même axe, ça faisait tourner toute cette barre-là par-dessus le robot. Donc ça, c'était une petite nouveauté qui a été remarquée par le jury tout à sec au championnat du monde. Donc parmi les 720 équipes, en fait, il y a 18 membres du jury, ceux qui attribuent les prix, qui se répartissent les équipes à visiter pour pouvoir, le temps de la compétition, aller toutes les voir et essayer de remarquer si certaines méritait un prix. Donc Simba, ah oui, jusque-là en France, on n'avait pas eu d'autonomie à réaliser, alors qu'aux États-Unis, on a dû s'y frotter un peu, quoi. Il y avait 15 secondes d'autonomie en début de match, voilà, qui était à programmer. Donc Simba, c'est le premier robot qu'on ait fait qui soit doté d'autonomie, et il avait, en gros, il se déplaçait tout seul pour 15 secondes. Je dis ça comme ça. Donc on a utilisé aussi pour la première fois du plexiglas. Donc c'est autorisé dans les règles d'une certaine quantité, d'une certaine taille. C'est très réglementé. Mais ça permet d'avoir une surface lisse. Et justement on avait besoin de ça pour faire glisser les sacs. Donc comment on les faisait glisser? Tout ce panneau-là de plexiglas était tiré ici par un piston, et donc les sacs étaient soulevés à l'horizontale comme ça, donc étaient pris à l'horizontale puis soulevés à l'horizontale,
Et au niveau des buts, on inclinait de façon à faire glisser les sacs directement dans le but. L'avantage de placer cette partie-là juste ici du contre, c'était de pouvoir se servir, donc dans le but c'était des grandes gouttières en V comme ça. Donc en fait de prendre les sacs dedans, c'était carrément cette partie-là dans la gouttière, de faire remonter les sacs et les prendre pour nous, pour ensuite aller les mettre dans notre but à nous. C'était du vol de points en quelque sorte, car les points ne sont comptés qu'à la fin du match. Mais c'est légal et c'est l'objet du jeu. C'est un aller-retour de points. Et finalement, sur Simula, ce qu'il y a à dire, c'est c'est avec lui qu'on a reçu le prix de la programmation aux États-Unis, parce qu'il était, entre guillemets, à moitié automatique. Les Américains ne comprenaient pas comment Denis pouvait tout seul, avec 2 mains dont 10 doigts, effectuer autant d'actions avec ce robot. Et en fait, une raison à ça, c'est qu'il y avait encore 2 mains, entre guillemets, dans le robot. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, ils pilotent à 2 par robot. Ils ont un kit spécial, alors on pourrait avoir nous aussi. Mais comme on n'a qu'un seul pilote, de toute façon, le problème était réglé. On n'avait pas utilisé un kit partenaire pour jouer à 2 avec le même robot. Donc en général, il y en a un qui fait les roues et l'autre qui fait les bras. Là, Denis faisait les roues et les bras, mais par exemple, l'intake ici ne s'activait pour engranger des sacs que quand il était au ras du sol ou légèrement en dessous de la hauteur des embûches. Et quand il activait les pistons pour marquer, il s'activait dans l'autre sens pour ne pas freiner les sacs et même les aider à glisser dans l'embûche. Donc en fait, c'est ce fonctionnement. Ah oui, et le robot savait comment réagir en fonction des demandes de Denis. Il savait comment réagir en fonction de la hauteur de ses bras, donc grâce à un petit capteur là-haut, qui s'appelle un potentiomètre. C'est quelque chose qui donne une valeur en fonction d'un angle. Donc en fonction de l'angle du bras, on avait préprogrammé 3 paliers à partir desquels les actions étaient différentes. Et du coup, avec l'intake automatique. Ah oui, et les hauteurs du bras. Non, mais je pense. Il y avait 2 autres trucs sympas qui facilitaient vachement la tâche à Denis. C'est les hauteurs préprogrammées. Il avait 3 hauteurs préprogrammées. Donc, il n'avait pas besoin de quelqu'un qui contrôle la descente du bras. Le robot s'en occupait. Lui, il disait je veux le bras en bas, je veux le bras en haut, je veux descorer. Et le robot faisait tourner en fait les moteurs qui sont là. De façon à mettre le bras à la bonne hauteur à chaque fois avec une précision d'1 centimètre à peu près, donc c'était presque mieux qu'un humain. Et il avait aussi, avec ce système sur le potentiomètre, j'ai mis une petite fonction qui faisait que quand Denis ne demandait pas de monter ou baisser les bras ou que le robot n'avait pas besoin de monter ou baisser les bras, il faut savoir que le poids en fait des fois est tel qu'il fait redescendre les moteurs malgré la résistance interne qu'ils ont et malgré la démultiplication. Donc en fait, pour éviter d'avoir le bras qui redescende sans cesse entre guillemets quand on est chargé, il y a un petit bout de code qui faisait que dès qu'on descendait en dessous d'un certain seuil donné par la dernière position qu'on a demandé au bras, le bras remontait tout seul. Les moteurs fonctionnaient pour compenser en fait la descente due au poids du chargement.